Pour préparer cette vidéo, je me suis basée sur les écrits du docteur Muriel Salmona, psychiatre responsable de l'Institut de victimologie du 92 et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. La violence est à l'origine de troubles psychotraumatiques fréquents qui peuvent s'installer de façon chronique, sous la forme de troubles de la personnalité, par l'intermédiaire d'une mémoire traumatique et d'une dissociation traumatique. Je rappelle que je ne suis pas psychologue et que c'est en tant que victime que je témoigne. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la mémoire traumatique, je vous fais un rapide rappel. La violence, particulièrement celle qui est la plus irreprésentable, celle qui s'exerce sous couvert d'amour, d'éducation, de sexualité, comme les violences intrafamiliales et sexuelles, a un effet de sidération du psychisme qui va paralyser la victime, l'empêcher de réagir de façon adaptée. Un stress extrême, véritable tempête émotionnelle, envahit alors l'organisme et parce qu'il représente un risque vital pour l'organisme par atteinte du cœur et du cerveau, déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire disjoncter le circuit émotionnel et d'entraîner une anesthésie émotionnelle et physique en produisant des drogues dures. L'anesthésie émotionnelle génère un état dissociatif avec un sentiment d'étrangeté, de déconnexion et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice de la situation, puisqu'elle l'aperçoit sans émotion. Mais cette disjonction empêche le traitement de la mémoire, cet événement qui reste piégé sans être traité ni transformé en mémoire autobiographique. Elle va rester hors du temps, non consciente, à l'identique, susceptible d'envahir le champ de la conscience et de refaire revivre la scène violente de façon hallucinatoire, comme une machine à remonter le temps, avec les mêmes sensations, les mêmes douleurs, les mêmes phrases entendues, les mêmes odeurs, les mêmes sentiments de détresse et de terreur. Ce sont les flashbacks, les réminiscences, les cauchemars, les attaques de panique. C'est cette mémoire piégée qui n'est pas devenue autobiographique, c'est-à-dire digérée, intégrée, qu'on appelle mémoire traumatique. Maintenant, voyons les conséquences de la mémoire traumatique et de la dissociation traumatique. La mémoire traumatique est au cœur de tous les troubles psychotraumatiques et de nombreux troubles de la personnalité. Elle s'allume aussitôt qu'un lien, une situation, un affect ou une sensation rappellent les violences ou font craindre qu'elles ne se reproduisent. Elle envahit alors tout l'espace psychique de façon incontrôlable, comme une bombe à retardement susceptible d'exploser souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences. Elle transforme la vie psychique en un terrain miné. Telle une boîte noire, elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel ou douloureux, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violence, à leur contexte et à l'agresseur, ses mimiques, ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc. Cette mémoire traumatique des actes violents et de l'agresseur colonise la victime et lui fera confondre ce qui vient d'elle et ce qui vient des violences subies ou de l'agresseur. La mémoire traumatique sera souvent responsable non seulement de sentiments de détresse, de terreur, de mort imminente, de douleur, de sensations inexplicables, mais également de sentiments de honte, de culpabilité et d'estime de soi catastrophiques, qui seront alimentés par la mémoire traumatique des paroles et de la mise en scène de l'agresseur. Tu ne vaux rien, tout est de ta faute, tu as bien mérité ça, tu aimes ça, etc. Et aussi des émotions violentes et de l'excitation perverse de l'agresseur perçue à tort comme les siennes, et qu'il faudra sans cesse contrôler, ce qui constituera une torture supplémentaire pour la victime. En fait, tout se mélange et n'a aucun sens. En tant que victime, nous n'avons alors que du mépris et de la haine pour nous-mêmes. Avec cette mémoire traumatique, on peut se retrouver, contre notre gré, dissocié, à revivre sans cesse les pires instants de terreur, de douleur, comme une torture sans fin, avec des sensations soudaines d'être en grand danger, de panique totale, de mort imminente, d'être projeté par terre, d'être écrasé, frappé violemment, de perdre connaissance, d'avoir la tête ou le corps qui explose, avec des suffocations, des nausées, des douleurs génitales intenses, sans comprendre de où proviennent ces sensations. On a peur d'être folle. En fait, avec ces sensations, l'agresseur est en permanence présent. Plus les violences ont lieu tôt dans notre vie, plus nous risquons de nous construire avec ces émotions, ces sensations de terreur, ces actes et ces propos pervers, à devoir lutter contre eux sans les comprendre, et sans savoir où se trouve la ligne de démarcation entre notre vraie personnalité et notre vraie sexualité, et ce qui est dû à notre mémoire traumatique.
La mémoire traumatique nous hante, nous dissocie, nous exproprie et nous empêche d'être nous-mêmes. Pire, elle nous fait croire que nous sommes doubles, triples, voire quintuples. Une personne normale, celle que nous sommes, une personne traumatisée, la victime que nous avons été au moment de l'agression. Nous pouvons alors nous retrouver le petit enfant terrorisé, perdu, avec une angoisse d'abandon massive, une personne absente, vide, celle qui est totalement déconnectée pour survivre, absente à elle-même, envahie par le néant, une moins que rien qui a peur de tout, et une coupable dont nous avons honte et qui mérite la mort. Ce que l'agresseur a mis en scène que nous étions et que nous avons fini par intégrer puisque cela tourne en boucle dans notre tête. Et une personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler et censurer. Ce même agresseur, en fait, tellement présent en nous qui nous envahit et que l'on finit par confondre avec nous-mêmes et qui nous terrorise. La vie peut devenir un enfer avec un sentiment d'insécurité permanent. Il faut une vigilance de chaque instant pour éviter les situations qui risquent de faire exploser cette mémoire traumatique. Des conduites d'évitement et de contrôle de l'environnement se mettent alors en place. Toute situation de stress est à éviter. Il est impossible de relâcher sa vigilance, dormir devient extrêmement difficile. Mais c'est rarement suffisant. Et pour éteindre cette mémoire traumatique qui s'allume à tout va ou pour prévenir son allumage, nombre d'entre nous découvrent très tôt la possibilité de s'anesthésier émotionnellement grâce à des conduites dissociantes. C'est-à-dire des conduites qui augmentent brutalement le niveau de stress pour arriver coûte que coûte à sécréter suffisamment de drogue dure endogène pour faire disjoncter malgré l'accoutumance, ou des conduites qui renforcent l'effet des drogues endogènes grâce à une consommation de drogues exogènes, comme l'alcool, les drogues, les psychotropes à haute dose. Ces conduites dissociantes sont des conduites à risque et de mise en danger. Sur la route ou dans le sport, des mises en danger sexuelles, des jeux dangereux, des consommations de produits stupéfiants, des violences contre soi-même, comme les automutilations, des violences contre autrui, l'autre servant alors de fusible grâce à l'imposition d'un rapport de force pour disjoncter. Le problème, c'est que rapidement, ces conduites dissociantes deviennent de véritables addictions. Cette mémoire traumatique et ces conduites dissociantes vont parasiter complètement la perception de soi et mettre à mal la sensation d'évidence et de cohérence dont on a besoin pour vivre. Tout va être interrogé et questionné sans fin. La mémoire traumatique fait qu'on ne peut plus compter sur aucune logique. Une situation réputée sans danger va déclencher une attaque de panique. La personne que l'on aime, en qui on a normalement confiance, peut soudain nous insécuriser totalement sans raison apparente. On va ressentir le besoin de la fuir. Alors que l'on se pense plutôt pacifique, on peut se retrouver d'un seul coup envahi par des images hyper violentes et par une rage effroyable sans comprendre pourquoi. Alors qu'on se perçoit comme profondément romantique et fleur bleue, des images sexuelles très crues et violentes vont s'imposer dans nos pensées et on va ressentir des sensations d'excitation devant des images pornographiques bien que l'on déteste cela, si l'on a subi des violences sexuelles. Alors que l'on aime plus que tout son enfant, on va être envahi de façon inexplicable et très angoissante par des images de violence extrême, où l'on se voit tuer son enfant, lui faire du mal, le menacer, le jeter par la fenêtre, le violer. Alors que l'on se croit courageux et très cartésien, on va se retrouver à avoir des peurs inexplicables comme un tout petit enfant, à se sentir hyper vulnérable dans des situations banales, à avoir un trac terrifiant pour un rien, à être pétrifié devant un problème tout simple. Alors que l'on voudrait être toujours gentil, on se retrouve à s'énerver horriblement pour un rien, pour une petite frustration, et à proférer des injures qui ne font normalement pas partie de notre vocabulaire. Alors que l'on se croit heureux, bien dans sa tête, une immense dépression peut s'abattre brutalement sur nous, avec des idées suicidaires et une impossibilité de se projeter dans l'avenir immédiat, avec l'impression que tout est fini pour toujours, bien que rien ne semble expliquer cet état. Alors que l'on se croit sain d'esprit, on se retrouve à voir soudain des monstres, des ombres menaçantes, à entendre des voix, à sentir des objets nous pénétrer le corps, à avoir un sentiment de néantisation. Alors que l'on aime bien manger, on se retrouve à avoir un dégoût soudain, des nausées. Alors que l'on se sait en bonne santé, on se retrouve soudain avec des douleurs fulgurantes, sans cause apparente, et des sensations de grand malaise, et une impression de mort imminente. Tout cela nous met dans une situation d'insécurité totale. Nous ne pouvons compter sur rien. Même si tout semble parfaitement calme, le pire peut arriver avec une attaque de panique et des idées terribles dans la tête. Tout peut arriver et switcher d'un moment à l'autre. Tout peut devenir menaçant.
Nous nous sentons différents des autres, incapables d'avancer normalement dans la vie, de tenir un cap. Nous nous sentons instables, difficiles à vivre. Nous nous retrouvons à devoir mettre en place des stratégies d'évitement, de contrôle, à devoir renoncer à plein de situations, à plein de projets. Nous développons une piètre image de nous-mêmes. Nous avons honte de nous-mêmes, honte de ce que nous avons dans la tête, honte de ce que nous n'arrivons pas à faire, honte de ne pas être celle que nous voudrions être, honte de ne pas être comme les autres. Nous nous sentons coupables et nous nous torturons pour nous contrôler en permanence. Parlons maintenant plus particulièrement de la dissociation. Les symptômes dissociatifs s'accompagnent aussi de sentiments d'irréalité, de confusion, de dépersonnalisation, avec la sensation d'être spectateur de sa vie, d'être toujours à côté des événements et d'être totalement inadapté dans sa relation aux autres. De plus, une anesthésie émotionnelle et physique s'installera parallèlement aux symptômes dissociatifs, ce qui aggravera encore la sensation de décalage dans les relations avec les autres. Cette anesthésie émotionnelle et la dépersonnalisation nous donnent alors un sentiment d'inauthenticité. Nous avons donc l'impression d'être en représentation. Quand, comme moi, on souffre d'une mémoire traumatique qui s'allume souvent avec de nombreux épisodes de dissociation, il devient rapidement impossible d'être dans le ton juste. Et c'est excessivement pénible et douloureux. Nous nous retrouvons à nous observer parler dans une distance continuelle avec nous-mêmes. Comme il n'y a aucune réaction naturelle possible, cela nous oblige à inventer une posture, une réaction, un état émotionnel et à les jouer comme un acteur avec toujours le risque de surjouer, d'être excessif ou de sous-jouer, d'être trop froide, pas assez réactive, trop déconnectée. La solution peut être de se caler sur les autres, de les observer et de les imiter, pour arriver à être à peu près en phase. Pour ne pas se retrouver à jouer tout le temps les caméléons, il faut arriver à se trouver un rôle qui tienne à peu près la route, malgré les effets de la dissociation, et jouer la personne que l'on pense devoir être, ou jouer la personne que nos interlocuteurs désirent avoir en face d'eux. Mais ce personnage peut nous correspondre de moins en moins, ce qui peut entraîner une succession de mensonges plus ou moins logiques, avec la certitude d'être dans une totale imposture et d'être carrément un faussaire. Ces symptômes dissociatifs sont donc à l'origine d'une grande difficulté à maintenir un semblant d'unité et donnent l'impression de n'avoir aucune personnalité stable, ce qu'on appelle les personnalités asif, seulement des personnalités d'emprunt. Derrière tout ce jeu de scène se cache une sensation de vide intérieur et un désespoir terrible. Une petite particularité, la dissociation pendant les rapports sexuels. L'anesthésie émotionnelle est dangereuse. Elle nous coupe non seulement de nos émotions spontanées, mais aussi de nos sensations corporelles. Et elle ne nous permet pas de réagir comme il le faudrait face à une situation à risque. Nous pouvons ainsi nous retrouver à supporter sans réaction des violences graves, des abus de pouvoir, à supporter l'insupportable, à supporter de nous sentir très mal à l'aise face à des prédateurs, face à des personnes perverses, malsaines, déséquilibrées ou dangereuses. La fameuse réaction « même pas mal ». Nous pouvons nous retrouver à être la seule personne à accepter des propositions très anormales, la seule à supporter de graves humiliations et des douleurs intenses avec un grand sourire accroché en permanence. En raison de ces troubles dissociatifs et de cette anesthésie émotionnelle, des mises en danger très graves peuvent avoir lieu et des atteintes physiques peuvent se développer dans une indifférence et une méconnaissance de notre propre état, mais également de tous ceux qui nous entourent, puisque le processus d'empathie est mis à mal par l'anesthésie émotionnelle. Les conséquences des rapports sexuels répétés non désirés dans le cadre de cette dissociation sont ce qui est nommé une décorporalisation ou un désinvestissement corporel, la perte de propriété de son propre corps. La dissociation et les risques de répétition traumatique. Quand les violences sont continues ou quand nous sommes continuellement confrontés à l'agresseur, comme lors d'un inceste, dans le cas de violences intrafamiliales ou de violences conjugales, ou même quand nous restons vivre dans un lieu proche de l'agression ou de l'agresseur, les symptômes dissociatifs peuvent s'installer de manière permanente, puisque c'est la seule façon de survivre à ces conditions extrêmes. Nous nous retrouvons alors, la plupart du temps, déconnectés, à l'ouest, absentes, dans les nuages, perdus, désorientés, dans un état qui peut donner l'impression que nous sommes limités intellectuellement puisque nous sommes aréactifs, incapables de nous concentrer et d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous.
D'ailleurs, les enfants victimes de maltraitance physique ou sexuelle grave sont souvent dissociés en permanence et peuvent être à tort considérés comme déficients. Cette absence de réaction et cette anesthésie émotionnelle permanente nous mettent encore plus en danger de subir des maltraitances ou d'être abandonnés. L'absence d'émotion fait que l'empathie en miroir peut ne pas fonctionner du tout. Face à nous qui sommes dissociés, les autres ne ressentent spontanément ni émotion ni peur. On nous oublie facilement. Comme nous n'allons pas réagir face à des violences, les agresseurs auront encore moins de limites. Les violences seront encore plus répétées. Nous serons souvent des boucs émissaires dans nos classes, dans les institutions, au travail. Nous pourrons être les victimes de harcèlement, de viols en réunion, ou d'autant plus facilement piégés par les pervers ou dans les réseaux de prostitution. Nous, victimes dissociées, sommes des proies de choix pour les prédateurs. La confusion, la désorientation liée aux symptômes dissociatifs entraînent des troubles cognitifs et des doutes continuels sur ce qui est perçu, entendu, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a compris. Elles nous rendent vulnérables et nous mettent en grande difficulté pour défendre nos convictions et nos volontés. Nous sommes facilement influençables et hypnotisables. Nous fonctionnons souvent sur un mode automatique, préprogrammé. Nous n'avons aucune confiance en nous et nous nous retrouvons bien malgré nous à céder aux désirs des autres quand on fait pression sur nous. Le risque est grand que nous devenions des victimes de choix pour des agresseurs à l'affût. Plus l'interlocuteur est dangereux, plus il réveillera chez nous une mémoire traumatique et une dissociation par des attitudes et des paroles déplacées ou incongrues, par une mise en scène de domination, et nous mettra dans un état hypnoïde qui nous rendra incapables de penser, de nous défendre. Nous serons en panne, embrouillés, totalement confuses, et donc très vulnérables face à des agresseurs. Cet état d'incapacité, nous le penserons dû à notre stupidité, à notre infériorité ou à notre timidité maladive, alors qu'il est directement lié au déclenchement de mécanismes de sauvegarde face au danger que représente l'interlocuteur. Mécanisme qui pourrait être une bonne sonnette d'alarme si nous en étions informés. Mais au lieu de cela, cette situation de danger sera interprétée à l'avantage de l'interlocuteur pervers. Hypnotisés, nous allons percevoir cet interlocuteur comme quelqu'un de supérieur et d'important, de beaucoup plus intelligent que nous, voire comme quelqu'un de fascinant, quelqu'un dont nous pourrions même nous croire amoureuses, du fait de ces mécanismes de dissociation. De plus, la dissociation traumatique représente un risque de banalisation de la violence. À distance des événements traumatisants, les symptômes dissociatifs feront que les violences, si elles sont mesurées sur une échelle émotionnelle, ne paraîtront pas si graves pour nous. Nous ne voulons pas cacher les faits, nous ne voulons pas non plus les oublier, mais la gravité de ces faits étant ressentie par rapport à une échelle de nos souvenirs émotionnels, et l'anesthésie étant prise pour argent comptant, tout ce que nous avons vécu nous paraît banal, pas si grave, sans conséquences. Et aucun lien ne sera fait entre notre mal-être d'adulte et notre calvaire d'enfant. Et ainsi, nous pouvons passer une vie entière sous dissociation sans avoir conscience de notre mal-être et passer à côté de notre vie réelle. Sauf si le voile de la mémoire traumatique se lève et que la dissociation cesse. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.